Oui, alors, la première chose à dire, c'est que Mamadou et moi vivons des situations relativement différentes de celles qui font parler de brain drain. Je m'explique. Autant Mamadou Diouf que moi-même, nous avons, après nos études en France, nous ne sommes pas restés en France, nous sommes retournés au Sénégal et nous avons enseigné à l'université de Dakar l'un et l'autre pendant très longtemps. Et nous avons également à Dakar participé aux activités de cet organisme panafricain très important qui est le CODESIA, le Conseil africain pour le développement de la recherche en sciences sociales. Et nous avons construit à partir du Sénégal d'abord notre enseignement, également notre recherche, et c'est seulement dans une deuxième phase de notre carrière que nous sommes venus ici aux États-Unis pour enseigner. Donc, ce qui fait un peu que nous avons été un peu ce que j'appellerais en anglais les poster children, les représentants de ce qu'on a appelé le brain drain, c'est que justement nous étions connus au Sénégal avant de venir aux États-Unis, et c'est même pour ça que les universités américaines qui nous ont accueillis, et puis Columbia qui nous accueille aujourd'hui, sont venus nous chercher. Donc c'est une situation relativement différente de la situation sociologique de ce qu'on appelle le brain drain. L'expérience que je fais souvent quand je vais dans les universités américaines où on m'invite ou dans les universités européennes, c'est qu'au bout à la fin de la conférence pour laquelle j'ai été invité, à la fin du panel pour lequel j'ai été invité, il y a toujours un jeune Sénégalais qui vient, qui me salue, qui me dit « Grand, comment ça va? Je suis un tel, j'enseigne ici ou là. » Et donc ça, c'est véritablement sociologiquement tout à fait important. C'est là que se situe le brain drain. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de jeunes Sénégalais qui font leurs études à l'étranger et qui ne reviennent pas, qui s'installent également à l'étranger. Nous avons également une population importante de jeunes Sénégalais qui souvent sont nés à l'étranger et qui vivent également à l'étranger. Ça, c'est peut-être là qu'on va parler de brain drain, c'est-à-dire que ce sont des compétences, des intelligences qui, a priori, ne profitent pas directement à notre pays. Mais je dis a priori et je dis directement parce que justement, pour répondre à une deuxième partie de votre question, vous savez, cet exode des cerveaux, ce brain drain-là, celui dont je viens de parler, qui concerne non pas ceux qui, ayant déjà enseigné au Sénégal comme nous, sont dans une phase ultérieure de leur carrière et travaillent toujours de toute façon en relation avec le CODESIA et gardent des relations anciennes avec les universités africaines, mais ceux qui n'ont pas connu l'université africaine et qui sont installés à l'étranger. En général, ce sont des gens qui ont quand même une attention très vive portée au continent africain en général et à leur pays, le Sénégal en particulier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui seront prêts de toute façon à contribuer si nous pensons un programme qui établisse des liens précisément entre la diaspora intellectuelle et les universités africaines. Vous savez, il y a quelques années, je crois que c'était le PNUD qui avait envisagé le programme TOC10, le transfert de connaissances venant des expatriés. Nous n'avons pas besoin d'un organisme pour organiser cela. Nous pouvons parfaitement imaginer que les universités sénégalaises, par exemple, fassent le recensement des compétences qui sont des compétences sénégalaises qui sont à l'étranger et une liste, par exemple, de tous les universitaires qui seraient prêts à s'investir dans la formation de nos étudiants, etc.
Ça, c'est une des recommandations que nous avions faites d'ailleurs lorsque nous avons travaillé pour la commission qui réfléchissait à l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Donc le brain drain peut devenir un brain gain. Pour jouer sur les mots, on peut véritablement profiter des compétences d'une importante diaspora intellectuelle que nous avons dans tous les domaines possibles et imaginables à l'étranger. Dernier point, si nous voulons véritablement réfléchir sérieusement à ce phénomène, il ne faut pas qu'on se focalise simplement sur notre propre situation sénégalaise. Il faut placer tout ceci à l'intérieur d'un cadre plus important. Se rendre compte que nous ne sommes pas les premiers à voir ce genre de phénomène. Les diasporas indiennes et chinoises dans les grandes universités dans le monde sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs un phénomène de retour de ces diasporas indiennes et chinoises vers les universités indiennes et chinoises. Donc, il faut partir du principe que cet exode des universitaires africains en général vers les grandes universités américaines en particulier va être un phénomène qui sera présent encore probablement une génération avant de s'inverser. Et il faut maintenant, à partir de cette situation, de cet état de fait, se demander comment tirer parti de la présence de cette importante diaspora intellectuelle universitaire pour nos propres universités et notre pays en général. Je suis d'accord avec l'analyse faite par Bachir. En particulier, disons, la première chose, c'est de faire cette distinction, cette triple distinction entre lui et moi, les circonstances dans lesquelles on est parti après avoir enseigné un peu plus de 10 ans à l'université de Dakar, avec effectivement de jeunes Sénégalais formés ici qui ne sont jamais revenus, qui ne connaissent même pas, si vous voulez, le paysage universitaire sénégalais ni les recherches, parce qu'ils n'ont pas été formés dans ce contexte, alors que nous, au moins notre génération, tout en vivant en France, on était en parfaite, si vous voulez, relation avec les communautés sénégalaises, et cette relation avec les communautés sénégalaises nous a permis effectivement de garder un lien très fort, et c'est peut-être probablement pour cela qu'on n'a pas envisagé de rester à France. Et la troisième, disons le troisième groupe, c'est la seconde génération des jeunes Sénégalais nés ici. Et connaître cette situation permet d'avoir véritablement une approche qui pourrait permettre, comme disait Bachir, de tirer profit de cette intelligence sénégalaise à l'extérieur du Sénégal. Et ceci est important, comme il l'a dit, parce que quand on analyse la situation, on a tendance à en faire soit une question purement personnelle, il est parti, soit on en fait une question qui renvoie à ceux qui sont partis. Mais on ne voit pas, en fait, si vous voulez, une espèce d'approche proactive de l'État. C'est-à-dire l'État qui dit on va avoir une politique et cette politique va nous permettre effectivement de tirer profit de cette situation. Il a parlé des Chinois. Les Chinois l'ont fait, continuent à le faire, mais à partir des diasporas qui quelquefois sont partis il y a 1000 ans, il y a 500 ans. Mais ils ont été capables de dire tout Chinois qui a été formé, qui pense qu'il a de bonnes compétences pour venir participer à nos sous-faisons, vous êtes invités à revenir. Les Malaisiens l'ont fait avec les Malaisiens. Et c'est vrai, ce qui est important, c'est de voir comment les gens partent, le brain gain, comment après avoir accumulé des connaissances, une certaine expertise, les gens commencent à partir. C'est le cas des Indiens, c'est le cas des Chinois, mais ça commence à être le cas des Nigérians. Et c'est cela qui est important. C'est, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre aux Sénégalais formés ailleurs? Mais là aussi, au moins pour nous au Sénégal, on a continué à profiter de ça.
grâce à cette décision qui a été prise par Senghor en 1971, quand l'université de Dakar est devenue une université sénégalaise, c'est d'insister pour que le recrutement soit fait sur la base d'une identité africaine, pas sur la base d'une identité sénégalaise. Et c'est vrai, en particulier, l'université de Saint-Louis bénéficie de tous ces jeunes Africains formés ailleurs, qui ne sont pas retournés dans leur pays, mais qui sont attirés par le Sénégal. Ça aussi, ça démontre que quelque part, si on a une politique proactive de l'État, il est possible de le faire. Et comme disait Bachir, ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire, pendant les vacances d'été, je ne leur demande pas de m'assurer, je veux dire le logement, je peux me loger, je ne leur demande pas de me payer, j'ai un salaire, donc je peux effectivement participer à cela. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est cela qui manque. Ce qui manque le plus, c'est qu'il n'y a pas une politique qui est une politique de l'État sénégalais pour attirer les gens, mais il n'y a pas aussi une, en particulier pour nous deux, ce sont nos collègues, les gens avec qui on a travaillé, qui sont à l'université de Dakar, qui en fait, qui pour des raisons institutionnelles ou tout ce qu'on veut, ne proposent pas effectivement ces possibilités de collaboration. Là aussi, ce qui est intéressant, si on compare avec la situation nigériane, c'est que les Nigérians ont été capables effectivement de créer des structures, et ces structures permettent effectivement la circulation des intellectuels. Et c'est cela en fait qui est important. C'est pas seulement la circulation de ce qu'on appelle les expatriés entre guillemets, mais c'est la capacité aussi que nous avons, nous, de faire circuler nos collègues africains, nos collègues sénégalais ici. Ça aussi, c'est quelque chose de très très important. Mais dans la plupart des cas, en fait, il y a beaucoup de ces intellectuels expatriés qui sont partis assez tard dans leur carrière, qui ont maintenu les relations et qui continuent de jouer un très très grand rôle dans des structures de recherche avec des jeunes chercheurs et qui d'ici arrivent à effectivement, pour beaucoup de nos collègues qui veulent avoir des positions de visiting professor ou pour des jeunes chercheurs, on est capable à certains moments de leur offrir effectivement des possibilités de venir faire des recherches ici. La question que vous posez sur l'avenir du continent, sur les études prospectives qui concernent le continent africain, me rappelle une entreprise très importante à laquelle Mamadou et moi avons participé. C'était à la fin des années 80. C'est en 88. C'était en 1988, effectivement. Le Sénégal avait lancé un ambitieux programme, le ministère du Plan avait lancé un ambitieux programme de réflexion sur le Sénégal à l'horizon d'une génération. Puisqu'on était en 88, l'horizon qu'on s'était fixé, c'était le Sénégal en l'an 2015. Et ça a été un moment absolument important, capital, je crois, parce que nous étions un certain nombre d'universitaires, de chercheurs universitaires, plus un certain nombre de fonctionnaires de la haute administration sénégalaise, à réfléchir ensemble, à travailler ensemble et à projeter notre pays à l'horizon d'une génération. Non seulement notre pays, mais également son environnement immédiat, les voisins du Sénégal, etc. Ça a été une entreprise extrêmement fructueuse. Ça s'est terminé par un rapport que nous avions écrit à l'époque, qui n'a pas été publié. Mais de ce travail, nous avions également tiré un livre de réflexion sur le Sénégal. La raison pour laquelle j'évoque ce travail de prospective que nous avions fait, c'est que beaucoup de choses que nous avons vues depuis, parce que maintenant, 2015, c'est derrière nous, c'était avéré exact. Ça a été vraiment un travail bien fait. Et aujourd'hui, je crois que nous voyons sur le continent se développer ce qu'à l'époque nous avions appelé des germes de changement.
C'est-à-dire que nous avions un scénario tendanciel qui était assez triste. C'était l'époque, vous savez, où nous étions en plein afro-pessimisme, où le discours courant consistait à dire que tout avait été essayé, que l'Afrique c'était vraiment un cas désespéré, etc., etc. Tout le discours afro-pessimiste qu'on entendait à l'époque. Nous avions pensé quand même qu'un certain nombre de germes de changement étaient là et qui pouvaient être porteurs d'un avenir autre, d'un avenir différent. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis, je vous donne un exemple que j'aime citer, que je cite souvent, c'est le fait que au début du millénaire, en l'an 2000, le journal The Economist faisait son titre sur une Afrique en perdition. Et 10 ans plus tard, le même journal The Economist parlait d'une Afrique qui était un continent de l'espoir. Et la différence, c'est précisément que ce que nous avions appelé, nous, des germes de changement, se sont manifestés pleinement. Aujourd'hui, évidemment, il y a des problèmes sur notre continent. Mais si nous prenons les aspects politiques, les aspects de la démocratie, le développement de la démocratie, le développement des droits humains les plus élémentaires, tout cela a connu, au fond, un progrès qui est réel. Si nous regardons sur le plan économique, également, la situation a changé. Aujourd'hui, ceux qui mesurent les mesures les plus habituelles des performances économiques, c'est-à-dire les taux de croissance, indiquent que l'Afrique a des taux de croissance que le reste du monde pourrait nous envier. Évidemment, cela se fait au prix d'inégalités réelles, ce n'est pas uniformément vrai, il y a des inégalités entre les régions, il y a des inégalités au sein des États, mais enfin, ces chiffres-là sont là. Même si, pour l'instant, ils ne se traduisent pas véritablement en emploi pour les jeunes, ça reste encore une tâche. Mais l'un dans l'autre, l'idée que l'Afrique est un continent de l'avenir, un continent qui a l'avenir pour lui, est une idée qui s'est installée et qui s'est installée à juste raison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus ce continent qui tend la main systématiquement pour des oboles et pour la charité. C'est un continent qui invite à des partenariats parce que c'est un continent qui non seulement a des atouts, mais est également conscient de ses atouts. Vous avez une population africaine, une jeunesse africaine aujourd'hui qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui n'a plus du tout la même attitude que des générations passées qui étaient très obnubilées, si vous voulez, par l'ancienne puissance coloniale, etc. Vous prenez les jeunes Sénégalais, ils n'ont plus de tropisme français du tout. Je vois les jeunes générations, nos enfants, la France est pour eux un pays comme un autre. C'est-à-dire que ces jeunes sont à de leurs intérêts, des opportunités et de ceux avec qui ils peuvent faire affaire. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Le continent aujourd'hui est un continent qui demande des partages, qui ne demande plus simplement une aide publique. D'ailleurs, cette aide publique s'est tellement raréfiée que ce n'est pas la peine de courir derrière. Plus personne, les États qui aident, c'est une espèce en voie de disparition. Donc voilà autant de raisons d'être optimiste, d'une manière évidemment qui n'est pas tout à fait, ce n'est pas l'euphorie, parce qu'on voit ici ou là des problèmes qui se posent, des problèmes de terrorisme. Nous sommes bien placés dans la région sahélienne malheureusement pour savoir que nous sommes sous la menace terroriste. Les événements du Burkina Faso récents nous le rappellent également. Mais encore une fois, l'un dans l'autre, on a l'impression que les germes de changement sont en train de donner toutes les promesses dont on pouvait considérer qu'ils étaient effectivement porteurs. Et en fait, l'intérêt de cette discussion sur aujourd'hui la situation en Afrique, c'est effectivement d'une part de prendre en considération le fait que si on compare, disons, le nouveau millénaire, disons, et la fin du dernier millénaire, on se rend compte qu'il y a effectivement des progrès, les progrès que Bachir a cité. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'ensemble, si vous voulez, de la situation, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique va dans toutes les directions. C'est-à-dire à la fois une accumulation de gains considérables,
mais aussi des crises qui sont devenues des crises incroyables. Bachir a parlé de la violence et de la crise du terrorisme. On peut y ajouter la dégradation de l'environnement et les conséquences de cette dégradation. Une autre tendance lourde par rapport aux germes de changement, c'est la question démographique. Et effectivement, le fait qu'on a des démographies dans lesquelles les jeunes représentent presque 70% de la population, alors que les États restent toujours incapables, disons, de proposer, si vous voulez, des projets éducatifs ou des projets sanitaires qui sont, en fait, qui peuvent prendre en compte la situation. Mais là où il est important ce qu'il est important de souligner, c'est qu'en même temps, les populations se prennent en charge. En même temps, elles essaient elles-mêmes de trouver des solutions aux problèmes qu'elles font face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, il y a deux choses qui me semble-t-il sont des choses importantes. D'une part, c'est que de plus en plus les Africains sont conscients qu'ils doivent se prendre en charge. Ils ne veulent plus dépendre, si vous voulez, des anciennes puissances coloniales ou des pays donateurs ou des institutions donatrices. Elles veulent elles-mêmes trouver des solutions à leurs propres problèmes. Mais l'autre aspect qui me semble encore plus important, c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés africaines ont accumulé une expérience considérable en termes politiques. Elles savent se défendre. Elles comprennent effectivement les enjeux du politique. Et elles reposent toute la réflexion. Elles nous incitent, en particulier nous, les intellectuels, à repenser ce que c'est que la démocratie, à repenser ce que c'est que la représentation. Le cas qui est le plus important aujourd'hui, c'est le cas du Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire, une démocratie? Et qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, construire un pays? D'une part, mais d'autre part, ce qui vient de se passer au Kenya, personne n'aurait jamais envisagé en Afrique qu'une Cour suprême prenne effectivement la décision, disons, d'annuler des élections. Et ils ont fait ça en donnant des preuves, alors que le monde entier... Et c'est ça qui est intéressant. Si vous écoutez John Kerry parler des élections en disant l'opposition acceptée, vous avez été battu, les élections se sont passées normalement, et une Cour suprême qui dit, sur la base des informations obtenues et des vérifications faites, les élections ne se sont pas passées normalement. Et c'est ça qui démontre que, en fait, du point de vue démocratique, les Européens considèrent qu'en Afrique, parce que les élections ont toujours des conséquences violentes, pour mieux toujours s'assurer que celui qui dit qu'il a gagné, a gagné. On évite donc une crise en entérinant les élections. Et là, c'est une institution kenyane qui dit non, on ne peut pas entériner. Et je pense que ce qui s'est passé au Sénégal en 80, quand Senghor démissionne, qui a entraîné en fait une vague de départ de présidents africains, on va se retrouver avec la même situation. L'exemple kenyan va, si vous voulez, booster le pouvoir disons, le pouvoir de ces institutions qui sont censées être des institutions de contrôle. Mais pour moi, deux choses sont importantes aujourd'hui, en fait, pour pouvoir avancer, la bataille contre l'inégalité. Mais aussi si on veut vraiment tirer profit de ce qui semble être, disons, le capital le plus important qu'on a, la jeunesse de notre population, ce que tout le monde appelle la dividende démographique, c'est que cette dividende démographique suppose que les jeunes Africains sont formés. Et pour le moment, ils ne le sont pas. Pour le moment, l'une des grandes crises auxquelles nous devons faire face, Bachir en a parlé quand il a parlé de cette concertation qu'il y a eu au Sénégal sur l'enseignement supérieur. Il va falloir repenser tout le système d'enseignement parce qu'on est dans un environnement qui a considérablement changé. Il va falloir repenser l'offre éducative. Je veux dire, on ne peut pas avoir une université de Dakar avec 100 000 étudiants pour former des gens
à des choses qui sont, à une éducation qui est une éducation générale. Ça aussi, je pense que c'est une question importante. La deuxième question, c'est que depuis l'indépendance, avec des hauts et des bas, je pense que les sociétés africaines ont été capables d'amasser un capital politique qui leur a permis de résister à l'autoritarisme, qui leur a permis de travailler à une transition démocratique. Mais cette transition démocratique a surtout alimenté des forces qui sont des forces d'opposition. Aujourd'hui, il va falloir maintenant penser à qu'est-ce que ça veut dire construire ou reconstruire un État. Et aujourd'hui, c'est la phase dans laquelle on est. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi transformer complètement, si vous voulez, les infrastructures politiques et créer un système politique qui permette effectivement une logique, si vous voulez, d'opération qui est une logique qui, si vous voulez, va désormais alimenter une véritable culture politique, c'est-à-dire une culture de la représentation, une culture du compte-rendu, comme on dit, mais aussi une culture du changement qui n'entraîne pas nécessairement, disons, des conflits qui sont des conflits violents. Donc, je suis d'accord avec Bachir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Maintenant, il faut travailler à la convergence des bonnes choses pour créer, comme il le dit souvent dans ses écrits, pour créer une société ouverte, une société tolérante, une société qui ne pense pas nécessairement que la résolution des conflits, c'est nécessairement le recours à la violence. Oui, c'est vrai que ce genre de phrase malheureuse qui avait été, par exemple, prononcée par le président Macron sur la démographie des Africains, c'est le genre de phrase qu'on peut laisser échapper. Effectivement, on se rend compte que le discours sur les Africains a du mal à ne pas changer. On a toujours l'impression que ce sont des populations dont il faut que l'on parle. Et on a cette manière de donner des leçons aux Africains. Ça a l'air d'être solidement ancré chez beaucoup et ça transparaît ici ou là chez les présidents français de temps en temps. Ce n'est pas la même chose que la déclaration de Sarkozy en 2007. Vous évoquez d'ailleurs la réponse des intellectuels. J'ai trouvé personnellement que 2 livres pour répondre à ce propos, c'était vraiment trop. Vous savez, j'avais participé à la réponse au livre une contribution qui avait été mise en place par Makili Gassama. Et en réalité, c'était moins une réponse à Sarkozy qu'une occasion de réfléchir à l'Afrique, à ses orientations et également à sa relation avec le reste du monde. Parce que cette phrase, au bout du compte, le propos du président français, il était beaucoup plus stupide qu'autre chose. C'était peut-être pas la peine de dépenser autant d'énergie à vouloir faire quoi? Lui démontrer que l'Afrique avait une histoire ou que l'Afrique était dans l'histoire. Quel intérêt? Quel intérêt ça a vraiment d'écrire sur ces thèmes-là? C'est donc au-delà de cela, au-delà de la pure réactivité, pour répondre sur la question du rôle des intellectuels africains. Je crois que les intellectuels africains ont un rôle, comme les intellectuels de partout d'ailleurs, un rôle de veille et de vigilance à avoir. Un intellectuel, ça doit être quelqu'un qui, en principe, essaye autant que faire se peut de penser la totalité. C'est-à-dire que l'intellectuel africain, d'ailleurs, n'est pas simplement obsédé par les questions dont il estime qu'elles sont des questions strictement africaines. Aujourd'hui, Mamadou a parlé de la crise environnementale. Cette crise environnementale, c'est une question planétaire. Les questions qui nous intéressent sont également les questions de la planète Terre. Je parle toujours, pour résumer mon point de vue sur le rôle qui doit être celui des intellectuels africains, je parle toujours de cette magnifique expression
de présence africaine. Vous savez, la revue est la maison d'édition. J'ai appris d'ailleurs que Présence africaine avait trouvé ce titre après toute une réflexion. Ce n'était pas le premier titre. Je me demande si le premier titre qui avait été envisagé par Alioune Diop, ce n'était pas quelque chose qui ressemblait à Convergence ou quelque chose comme ça. Et il me semble que dans l'histoire, c'est le philosophe français Jean-Paul Sartre qui a proposé l'expression de présence africaine. Et je trouve, en tout cas, quelle que soit l'origine de cette expression, elle est magnifique pour dire la tâche qui est la nôtre. Il est du devoir des intellectuels africains de marquer la présence de l'Afrique sur les grandes questions du monde. Et si je prends un énoncé aussi simple, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord que sur les questions planétaires, il n'y a aucune raison que nous soyons absents. Il faut que nous soyons également, nous, présents. Les grandes questions philosophiques, les grandes questions éthiques qui se posent aujourd'hui dans le monde, il faut que les intellectuels africains, partout où ils se trouvent, soient également présents sur la réflexion mondiale sur ces questions-là. En plus, maintenant, il faut faire en sorte que la présence de l'Afrique comme continent, qui est notre continent, soit également affirmée dans le monde tel qu'il est. Nous sommes comptables, je crois, des évolutions qui sont en cours sur le continent africain, des orientations qui vont être prises, les grandes questions qui se posent à nous. Je prends deux grandes questions, par exemple, qui ont fait l'actualité récemment dans nos journaux. La question du panafricanisme, elle est revenue sur le tapis. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui se proclament panafricanistes et qui s'agitent beaucoup autour de la question du panafricanisme, du fédéralisme, etc. Je crois en effet que un panafricanisme repensé, parce que nous n'en sommes plus au panafricanisme de Marcus Garvey, nous n'en sommes plus au panafricanisme même de Kwame Nkrumah. Nous sommes dans une conjoncture totalement différente où l'union du continent et la constitution de grandes entités économiques, culturelles, politiques sur le continent se posent totalement différemment de la manière dont cela se posait avant la Deuxième Guerre mondiale, au moment des indépendances et aujourd'hui. Donc voilà un chantier par exemple sur lequel les intellectuels africains doivent être présents et doivent avoir une attitude prospective et doivent être une force de proposition réelle. En dehors d'une espèce de tapage un petit peu brouillon qui va dans tous les sens. Construire une union africaine, construire un panafricanisme sur la base de complémentarité économique, politique, culturelle, etc., cela prend du temps, cela prend de la réflexion, cela signifie investir les institutions qui existent, que nous avons pour l'instant, qui sont les institutions régionales, et faire en sorte que ces institutions-là soient viables d'abord, deviennent de véritables régions et des entités cohérentes, et ensuite que ces régions convergent vers une véritable unité africaine, en dehors, encore une fois, des impatiences fédéralistes que l'on voit émerger ici ou là. L'autre exemple que je donne, c'est la réflexion sur la monnaie. Je suis surpris de voir qu'au lieu d'une réflexion patiente et calme sur l'avenir monétaire en relation justement avec l'Union africaine, on en est à des coups d'éclat sans lendemain venant d'acteurs dont on se demande véritablement s'ils ont quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à une réflexion ou à une stratégie. Je vous donne cet exemple-là pour expliquer ce que j'entends par cette sorte de patience panafricaine dont je parlais tout à l'heure et qui doit être la tâche des intellectuels. Il y a un projet pour l'Afrique de l'Ouest qui avait consisté à dire qu'il faudrait que les pays anglophones qui ont des monnaies différentes établissent des convergences qui les mènent à une monnaie commune, qu'il sera plus facile de corréler à la monnaie commune que les États de l'UMOA ont déjà, qui est le franc CFA, et ainsi cette région ouest-africaine pourra avoir une monnaie. Ça me semble une stratégie qui a du sens
une stratégie avec laquelle il faut avoir une certaine patience et une stratégie qui, à moyen terme, permettra de nous débarrasser du franc CFA et de ce qu'il peut représenter symboliquement comme continuation d'une certaine suggestion vis-à-vis de la France. Voilà une manière, me semble-t-il, patiente, je réinsiste sur ce mot, prospective, de penser les problèmes, la question monétaire. Il me semble que c'est cela, le rôle des intellectuels, participer à ce genre de débat, éclairer ce genre de débat et faire en sorte que les populations aussi soient partie prenante dans les directions qu'il faut emprunter pour aller vers des directions qui sont les meilleures possibles, les plus porteuses d'avenir pour notre continent. Voilà, j'ai essayé sur ces deux exemples-là d'articuler ce qui me semble être le rôle et la fonction des intellectuels africains. Mais, encore une fois, il faut que ces intellectuels sachent que leur devoir, c'est de penser la totalité. Ils ne doivent pas s'enfermer dans des problèmes dont ils estiment que ce sont les seuls problèmes qui les concernent parce que ce sont des problèmes étroitement africains. Si mondialisation il y a, cela veut dire que les grandes questions sont des questions planétaires et il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas présents sur ces questions-là aussi. Et c'est d'autant plus vrai que l'Afrique est dans le monde. J'utilise souvent l'expression le temps du monde, qui renvoie justement à cette prise de position très forte dès, disons, l'entre-deux-guerres par des Noirs, les Senghor, les gens de la négritude, pour qui l'Afrique, l'intérêt de l'Afrique, ce n'est pas un retour à une authenticité africaine ou quoi que ce soit. C'est l'Afrique dans le monde. C'est cette présence africaine qui fait que non seulement l'Afrique a contribué, et c'est intéressant, à la condition humaine. Senghor va appeler son journal, quand il crée un parti, la condition humaine. Pas la condition africaine, pas la condition sénégalaise. Et c'est cela aujourd'hui le problème. Et je pense, je ne peux pas ne pas renforcer le point de vue. Il faut que nous retournions à la réflexion. Il faut que nous retravaillions en fait cette discussion sur ce que Afrique veut dire et ce que être un Africain veut dire, mais toujours dans le monde. Dans un monde qui vous façonne et que vous façonnez. Et malheureusement, je pense que depuis plusieurs années, on nous a dit que vous êtes trop pauvres pour réfléchir. Donc on ne réfléchit plus normalement, c'est-à-dire la patience de réfléchir, la patience de regrouper les informations, la patience d'avoir une conversation. Et il y a quelque chose qui nous le montre il n'y a pas très longtemps. Les Britanniques se sont précipités à voter le Brexit. Ils se rendent compte que toutes les projections qu'ils ont eues n'ont rien à voir avec la réalité qu'ils vivent. Et pourtant, il y a eu une réflexion derrière. Mais il y a eu un jeu politique beaucoup plus important. Et c'est aujourd'hui ça aussi le problème des intellectuels africains. On croit qu'être un intellectuel africain, c'est avoir une présence publique. Ça veut dire intervenir politiquement. Si on n'intervient pas politiquement, on n'existe pas. C'est pour ça que quelquefois les gens disent, oui, de toute façon les intellectuels sénégalais ne travaillent pas, ne sont pas présents. Mais c'est pas vrai. Ils continuent à publier, mais ils publient dans des journaux universitaires. Il faut le boulot professionnel. Et ce boulot professionnel n'est pas effectivement compté pour cette présence publique, disons, auquel on s'attend. Et je pense que les deux exemples qui ont été présentés par Bachir sont des exemples très importants. La question de la régionalisation, moi j'étais dans le Sahel, comme on dit, pendant presque un mois, en août. J'étais fasciné par une chose. Il y a une organisation qui s'appelle le G5 Sahel. Le Sénégal n'en fait pas partie. Et quand on dit pourquoi le Sénégal n'en fait pas partie, parce que le Sénégal fait partie du pays du Sahel. Pourquoi dans un ensemble où il y a le Burkina, la Mauritanie, le Mali, le Tchad et le Niger, le Sénégal n'en fait pas partie. Il semble-t-il, c'est pour des raisons politiques entre le président
le président mauritanien et le président sénégalais. Mais comment peut-on penser, je veux dire, régler des problèmes, en particulier les problèmes du terrorisme et les problèmes des jeunes, et si on ne met pas ensemble tous les pays qui sont concernés par les mêmes phénomènes et qui sont capables de participer, disons, à la résolution des problèmes auxquels ils font face. La deuxième question, c'est effectivement la question du CFA. En dehors de positions qui sont des positions, disons, très affirmatives, et cette réflexion qui aurait permis de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, de ne pas seulement penser le CFA en rapport avec, si vous voulez, en rapport avec la France, d'utiliser les mêmes arguments. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui sont contre et ceux qui sont pour utilisent les mêmes arguments qu'on utilise depuis la fin des années 50. Je vous dis, si vous lisez pourquoi Sékou Touré a eu sa monnaie et pourquoi la Mauritanie a eu sa monnaie, c'est les mêmes, effectivement, les mêmes arguments que les arguments qui sont utilisés par ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, c'est les mêmes arguments, c'est la stabilité politique. Mais la question, c'est que, effectivement, on peut construire sur les expériences des pays anglophones ouest-africains, on peut construire sur l'expérience de la Mauritanie, sur l'expérience, en fait, de la Guinée, sur l'expérience de la Guinée-Bissau qui avait sa monnaie, qui a rejoint le CFA, sur l'expérience du Mali, qui était hors de la zone franc CFA, qui est revenu. Mais si vous regardez les discussions, je ne sais pas pour Bachir, je n'ai jamais vu des références à ces expériences-là. Mais quand Bachir disait effectivement penser, c'est penser la totalité, pour la monnaie, c'est tout aussi important. Et la dernière chose que je voudrais dire, à la différence de Bachir, moi j'ai refusé de participer au livre contre Sarkozy. Et j'ai donné une interview. J'ai dit, il y a deux choses, les deux raisons pour lesquelles je veux participer à aucun livre. C'est un, pourquoi mes collègues qui étaient assis dans cet amphithéâtre à Dakar, pourquoi ils ne se sont pas levés pour partir? Parce que je ne peux pas accepter qu'on se fasse insulter en face et qu'on reste assis là. Mais la deuxième chose, je ne peux pas considérer que tout le travail, au moins que 3 personnes en fait, qu'on le veuille ou non, je ne parle même pas de présence africaine et de tout le groupe qui ont été associés, mais si Césaire, Senghor et Damas, le travail qu'ils ont fait pour parler des cultures africaines, pour parler justement, ça c'est les, qu'on le veuille ou non, j'ai cité 3 personnes, ils sont parmi les plus grands poètes français, je dis même pas francophones. Pourquoi eux, tout le travail qu'ils ont fait, si ça n'a servi à rien, pourquoi je ne vais pas le faire autre chose? Parce que c'est ça. C'est-à-dire faire autre chose, c'est participer à une discussion quand la discussion a un prix. Je veux dire où tu échanges, tu avances. Mais c'est vrai. Je veux dire, les discussions, si vous prenez la discussion sur le marxisme qui a dominé la discussion presque de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, jusqu'au moins les années 70. Mais Senghor, Césaire, ils ont joué un très très grand rôle très tôt. Et c'est pour ça que Sartre, dont parlait Bachir, a fait partie effectivement d'un groupe où des Africains, des Français, des Africains américains ont pensé l'Afrique. Et ce sont ces imaginations de l'Afrique, moi, qui m'intéressent. C'est que l'Afrique n'est plus imaginée en Afrique seulement. L'Afrique, elle est imaginée dans le monde entier. Notre travail en tant qu'intellectuel, c'est de faire en sorte que justement, à la fois ces imaginations, ces travaux critiques bénéficient au continent, mais aussi bénéficient, et c'est là seulement où on arrivera à une déconstruction totale de cette image de l'Afrique, qui reste l'image qui a été inventée par les Européens
en fait, dès la Renaissance, si vous voulez, l'image d'une Afrique qui est primitive, qui est le contraire de ce que l'Europe est. Et ce qui est intéressant, moi je faisais, maintenant j'ai arrêté, je faisais toujours la même expérience avec mes étudiants. Je leur demandais, mais que savez-vous du Japon? Si vous avez une classe de 15, il y en a un ou deux qui disent ils ont une petite familiarité, les autres ne savent pas. Si vous leur posez la même question sur l'Inde, vous avez à peu près le même résultat. Mais si vous leur posez la question, que savez-vous de l'Afrique, ils ont toujours une idée. Si vous en avez 15, les 15 ont une idée de l'Afrique qui vient de plusieurs sources. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, et c'est le travail que nous, au moins, on fait ici, c'est de leur montrer, en fait, l'origine, la généalogie de ces représentations de l'Afrique et leurs fonctions. Et de mettre en face d'autres représentations de l'Afrique. Et de mettre en face que c'est un continent complexe. Et c'est cette complexité dont il faut rendre compte. Et c'est vrai pour l'Afrique. Parce que quelquefois, on simplifie tout en Afrique. Je disais à Bachir, à mon retour de ma tournée dans le Sahel, j'étais fasciné par ça. Cette espèce de retour à un conservatisme qui risque justement de briser, disons, de détruire certains des gains qu'on a. C'est-à-dire une réaction en particulier chez les jeunes qui est une réaction qu'on appelle nativiste ou religieuse, mais encore une fois qui ne repose pas sur une réflexion. Et ce travail est tout aussi important, que la réflexion n'est pas seulement la réflexion menée par les intellectuels, disons, formés dans les écoles occidentales, mais il y a aussi une réflexion sur des traditions intellectuelles qui sont des traditions intellectuelles à la fois musulmanes mais aussi traditionnelles qu'il est nécessaire aussi d'adresser. En termes démocratiques, qu'on le veuille ou non, ce pays a connu des avancées qui sont les avancées les plus importantes sur le continent. Et aujourd'hui, les Sénégalais ont, si vous voulez, des réflexes politiques, des réflexes culturels, des réflexes religieux qui sont le produit d'une longue histoire, disons, de communautés qui à la fois prennent en considération les différences, mais sont capables, en respectant la diversité, d'être des sociétés tolérantes. Et je pense que l'un des acquis les plus importants de la société sénégalaise aujourd'hui, c'est effectivement la tolérance et le respect de la diversité. En termes économiques, je pense que on est dans une situation toujours très très difficile. Je pense que, si vous voulez, à une période où, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, malgré les inégalités, malgré, si vous voulez, une espèce de baisse, disons, des politiques sociales durant la période qu'on appelait la période des ajustements et un peu après, si vous voulez, la fin du régime du président Diouf, on était plus ou moins arrivé à une stabilité. On voyait plus ou moins la possibilité d'ouvrir le système dans des directions qui étaient des directions plus positives, y compris à l'université, en fait. L'arrivée de Wade a eu deux conséquences là aussi paradoxales. La première, c'est en fait un activisme économique qui a ouvert de nouveaux chantiers et qui a permis, par exemple, qu'on le veuille ou non, la modernisation de Dakar. Donc, deuxième chose qui était importante, l'activisme politique de Wade a paradoxalement eu, je pense, a entraîné une situation positive. Wade a renouvelé la classe politique. Ce qu'on lui reprochait le plus, qu'il était ami qu'à des gens qui avaient la moitié de son âge. En fait, qu'on le veuille ou non, il a amené des jeunes, il a amené les femmes dans le système politique. Mais les acquis de Wade ont été contrebalancés par des dérives extraordinaires. Et c'est ça le problème, les dérives de la corruption,
les dérives de s'appuyer sur ses partisans et de refuser en fait une démarche qui, si vous voulez, aurait été une démarche un peu plus démocratique, une démarche qui ne peut plus associer l'opposition. Donc, en termes économiques, on ne peut pas dire qu'on a fait des progrès. Et le régime de Macky Sall ne semble pas avoir, disons dans une certaine mesure, changé les choses. C'est vrai qu'il a des gros projets que les Sénégalais appellent souvent des projets pharaoniques. C'est vrai que ça va, disons, coûter énormément d'argent, mais on ne voit pas les retombées économiques. La petite lueur, c'est le pétrole. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, tout le débat sénégalais tourne autour de ça. Un pétrole qui va commencer à être exploité, je crois, en 2021 ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, on risque de tomber dans le même syndrome hollandais que tous les pays qui ont eu du pétrole, c'est-à-dire on va tout oublier. Et pour moi, l'un des problèmes, c'est cela. Le problème, c'est est-ce que les choix économiques qui sont faits sont des choix pensés? Est-ce que ces choix pensés sont des choix qui répondent à un calendrier? Mais il est vrai que certaines des grandes crises, comme la crise casamançaise qui perdure, n'a plus en fait, si vous voulez, la vivacité qu'elle avait. C'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, les Sénégalais arrivent à gérer un peu mieux les crises qui sont les crises religieuses qui sont en train de secouer le voisin. Et c'est vrai aussi qu'il y a un dynamisme de la société civile, il y a un dynamisme aussi politique malgré tous les problèmes qui au moins assure à ce pays la capacité, même si c'est quelquefois très vif, de continuer à alimenter des débats qui sont des débats qui quand même assurent, qu'on le veuille ou non, la stabilité du pays. Le gros problème, c'est effectivement les réponses économiques et qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir si certaines questions, les questions liées à l'éducation, les questions liées à l'emploi ne sont pas réglées alors qu'il y a une inégalité qui est une inégalité de plus en plus importante. Je suis d'accord pour l'essentiel avec la manière de décrire les orientations. Il faut revenir sur une chose qui a été notée, c'est la tradition démocratique sénégalaise. Je crois qu'un de nos grands atouts, c'est la profondeur historique de cette tradition et ce que j'aime appeler la sagesse démocratique du peuple sénégalais. C'est vrai que le Sénégal a une tradition de ce point de vue-là depuis la période des 4 communes, une tradition d'élection. Et je crois que ça a développé dans le peuple sénégalais une certaine maturité démocratique, une certaine sagesse démocratique. Nous sommes un pays qui avons connu le multipartisme avant tout le monde. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, évidemment, c'était d'abord une exigence démocratique et les différentes oppositions qui se sont manifestées au Sénégal avant l'indépendance, après l'indépendance, ont poussé dans cette direction-là. Mais aussi parce que nous avions un premier président, Léopold Sédar Senghor, qui était probablement le premier contre-pouvoir à son propre pouvoir. Je m'explique. Senghor était profondément un poète et un philosophe. C'est-à-dire que même pendant la période de l'autoritarisme politique, il n'aurait pas supporté de se voir dans son propre miroir comme un dictateur. Ce qui fait que le frein au pouvoir personnel, à un pouvoir monarchique de Senghor, c'était Senghor lui-même. Quand il décide de réouvrir le jeu, de revenir à une tradition de plusieurs partis, qui était la tradition sénégalaise, c'était pour lui une forme de retour à la normale. Je ne pense pas qu'il aurait supporté de partir du pouvoir en laissant un parti unique. Et de la même manière, les différents présidents que nous avons eus, chacun dans son style propre, je crois,
ont tous contribué dans leur direction personnelle à un approfondissement de notre démocratie, de notre système politico-économique et de ce que j'appelle notre sagesse démocratique. Je prends l'exemple du président que j'ai le plus connu, que je connais le plus encore aujourd'hui, c'est le président Abdou Diouf. Je me demande, je pense savoir au fond ce que l'histoire retiendra de lui, qui a été un président des ajustements structurels. Vous savez, ça n'est pas rien d'avoir été le président de l'ajustement structurel. On avait probablement besoin d'un caractère comme le sien pour passer cette période de tempête. Mais enfin, d'une manière générale, nous sommes quand même tout à fait... nous sommes un pays qui peut se voir sa culture démocratique dans le fait que nous avons eu 2 alternances et que nous en aurons probablement beaucoup dans l'avenir. C'est-à-dire que le Sénégal a l'expérience des alternances politiques, ce n'est rien de nouveau pour nous. Et parce que d'ailleurs j'ai le privilège d'avoir eu la confiance de la Sénat au Sénégal et de la communauté sénégalaise ici aux États-Unis pour être le représentant de la Sénat, donc le président de la Sénat pour l'organisation des élections ici, j'ai eu le privilège de voir de près notre démocratie dans son fonctionnement. Et je suis toujours ému de voir les longues queues d'électeurs sénégalais attendant patiemment de remplir leurs devoirs afin que de leur décision personnelle, de la décision de chacun de ces individus, se dégage après une volonté générale qui est la volonté de notre pays. Ça, c'est un acquis considérable que nous avons là, et notre histoire coloniale et post-coloniale, au fond, est un patrimoine très précieux que nous devons garder précieusement. Nous avons également des mécanismes de résolution de conflits qui ont montré à plusieurs occasions leur capacité de fonctionner et de bien fonctionner. Nous avons, et ça c'était aussi la sagesse des pères fondateurs. Vous savez, le Sénégal s'est doté d'une laïcité qui n'est absolument pas la laïcité française. La laïcité française est une laïcité de combat, une laïcité agressive qui a voulu maintenir à tout prix les religions hors du champ public, parce que c'est l'histoire de France qui est ainsi. La laïcité s'est obtenue après une victoire de la République sur le clergé, sur l'Église catholique. Alors que nous, c'était totalement différent. Et Senghor, par exemple, et Mamadou Dia, et tous ceux à qui nous devons, si vous voulez, la configuration politique de notre pays, ils ont toujours pensé qu'il fallait évidemment tenir ferme le principe sacro-saint d'une séparation du politique et du religieux, mais en même temps essayer de faire en sorte que les religions, dans leur diversité, dans leur pluralité, apportent à l'édification nationale le meilleur de ce qu'elles sont, c'est-à-dire l'œuvre d'éducation dont elles sont capables. Et nous le voyons à intervalles réguliers, quand il y a des crises sérieuses qui menacent le tissu social, nous voyons les religions dans leur diversité, les différentes confessions, les différentes confréries religieuses, plus l'Église, apporter une contribution et faire en sorte que ce tissu continue. Ce qu'on a appelé d'ailleurs le contrat social sénégalais, ce modèle sénégalais, et l'expérience a montré qu'il fonctionne. Donc nous avons un pays de ce point de vue-là solidement ancré dans une tradition démocratique, solidement ancré dans une tradition de résolution de conflits possibles ou réels, etc. Et ça, c'est un atout que dont nous devons nous féliciter, mais que nous devons également sauvegarder. Nous devons comprendre que c'est un héritage que nous avons absolument le devoir de transmettre dans son intégrité et dans son intégralité aux générations sénégalaises à venir. Maintenant, sur le plan économique, c'est vrai, nous avons fait, je crois, dans notre histoire, avec les différents présidents que nous avons eus, du mieux que nous pouvions, en étant un pays sahélien, c'est-à-dire très peu doté en matière de ressources naturelles, et également qui est un pays
au fond, à la merci des aléas climatiques. Le Sahel, quand on dit Sahel, on dit sécheresse, on dit manque d'eau, et nous avons du mieux que nous avons pu, je crois, cheminer avec cet état de choses. Maintenant, nous avons du pétrole. Et nous avons du gaz. Le gaz est probablement d'ailleurs plus important que le pétrole. Il reste, donc c'est la grande inconnue. Aujourd'hui, on en parle, il reste à savoir quelle orientation est-ce que cela va donner à notre économie. D'une certaine façon, cette découverte, si elle s'avère aussi importante qu'on peut le subodorer, arrive à point nommé. C'est-à-dire qu'elle arrive à un moment où nous avons avec nous, je pense, et j'espère que cela va continuer. C'est-à-dire que si nous devenons, comme c'est probable, un pays pétrolier, un pays producteur de gaz également, nous aurons quand même compris que notre avantage jusqu'ici avait été d'avoir une économie relativement diversifiée, et donc ça, il faut le maintenir. Son caractère diversifié, il faut le maintenir, ne pas simplement s'enfermer dans l'entonnoir pétrole. Et je pense que ceux qui nous dirigent auront la sagesse de maintenir cela. Je n'ai aucune raison de penser qu'ils aient une vision plus étriquée que celle que nous pouvons ici avoir. Et deuxièmement, aussi, je crois que nous pouvons avoir tiré de notre passé l'expérience, la sagesse de comprendre que, étant un pays qui avait en gros les cacahuètes, le tourisme et la pêche, nous avons eu cependant une excellente qualité de ressources humaines. Et c'est là que le bas blesse, c'est là ce qu'il nous faut conserver. Momodou l'a dit et redit, et il faut que nous le répétions encore une fois, l'avenir se jouera dans la qualité de notre système éducatif. Le Sénégal étant le Sénégal, ayant eu dans son histoire les ressources humaines de qualité qu'il a eues, ne peut pas se permettre de vivre avec un système éducatif qui va à volo comme nous l'avons en ce moment. Nous avons des enseignants malheureusement qui ont été recrutés à la va-vite à un moment donné pour boucher les trous, qui sont là jusqu'au moment où ils partiront à la retraite et dont il faut malheureusement dire, en le constatant avec désolation, qu'ils ne sont pas bons. Et donc il va falloir essayer de les former une fois qu'ils sont déjà dans le système, puisqu'ils sont dans le système. Il va falloir également redresser les choses. Quand vous savez, aujourd'hui, moi ça me terrifie. Ça terrifie le ministre de l'Enseignement supérieur également, mon ami Marito Niane. Il y a une baisse en valeur absolue du nombre de candidats en S pour notre baccalauréat. Ça veut dire que les 100 000 étudiants qui se retrouvent à l'université de Dakar, dont parlait tout à l'heure Mamadou Diouf, sont tous dans des filières qui sont censées être les humanités et les sciences sociales. Et encore, s'ils y étaient véritablement par vocation, ça irait encore, mais ils y sont pour la plupart par défaut. Un pays ne peut pas fonctionner sur des bases comme celle-là. Et c'est là qu'il va falloir, à mon avis, mettre le focus. Et ce que je regrette de notre système politique, c'est que nos élections se jouent sur des questions tellement personnelles aujourd'hui que les programmes, si programmes il y a, deviennent totalement invisibles. Je ne pourrais pas vous dire, parmi les millions de coalitions qui se sont présentées au suffrage des Sénégalais pendant ces élections législatives, quel est le programme éducatif de ces coalitions et qui leur a posé la question. Personne ne leur pose la question. Les seules questions qui sont agitées sont des questions extrêmement crypto-personnelles, de position de celui-ci à celui-ci. Je me retrouve dans telle coalition, je me retrouve plutôt dans telle autre coalition. On se base sur des questions qui ne sont pas, me semble-t-il, les questions essentielles sur lesquelles l'avenir de notre pays se joue. J'aimerais véritablement, et je suis sûr que je parle ici pour l'opinion sénégalaise, que les prochaines élections, par exemple, se jouent sur la qualité des propositions qui sont faites par les uns et par les autres en ce qui concerne notre système éducatif. Voilà, en quelque sorte, je crois que cette question éducative résume
véritablement le grand défi qui se pose à nous aujourd'hui. Et si je résume ma réflexion, je suis comme Mamadou, c'est-à-dire que je suis raisonnablement optimiste pour ce qui concerne l'avenir, étant donné encore une fois la tradition qui est la nôtre, sur laquelle nous avons vécu, les acquis qui sont les nôtres, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes que nous pouvons connaître, mais à la condition de résoudre des problèmes extrêmement importants, comme en particulier celui de notre système éducatif. En fait, quand on est un intellectuel, tant qu'on connaît la langue que les gens utilisent dans le milieu intellectuel, on peut vivre dans ce milieu. Je pense que je peux aller en Chine, si on m'envoie dans une université où on enseigne en français ou en anglais, je ne verrai pas beaucoup la différence entre là d'où je viens et les deux traditions auxquelles j'appartiens et là où je me retrouve. Peut-être l'anecdote pour moi, c'était de me retrouver dans une situation où on me disait c'est à toi de décider combien d'étudiants tu vas avoir dans ta classe. Pour moi, probablement c'est l'une des choses qui m'a convaincu que j'allais rester là, quoi. Parce que les dernières années où j'ai enseigné, en première année d'histoire, j'avais 2300 étudiants. Donc c'est cette idée d'avoir à la fois une petite classe, mais aussi de pouvoir dire à des étudiants, à chaque session, vous lisez 200 pages et vous m'envoyez une page sur ce que vous avez lu et les questions les plus importantes. Ça aussi, en fait, ça vous met dans une situation qui est exactement le contraire de ce que vous avez connu, quoi. Et ça, je pense aussi, ça joue un peu intellectuellement dans les décisions qu'on prend, mais ça change aussi totalement la manière dont on enseigne, parce que il y a une espèce de responsabilité qu'on acquiert, et cette responsabilité, on l'acquiert parce qu'on a des étudiants responsables devant soi. Je suis aussi quelqu'un qui estime que je n'ai pas eu véritablement de problème d'adaptation pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est qu'au fond, il y a une culture universitaire, une culture académique universelle que nous avons. J'ai parti de mon Sénégal natal, ayant vécu longtemps en France pour mes études, étant revenu au Sénégal. Dans ma vie, j'ai toujours voyagé de campus en campus. Et donc, il y a une forme de culture de campus qui est une culture universelle. Évidemment, le voyage effectué ici, c'était également un voyage dans une langue autre. J'avais appris l'anglais, je savais l'anglais. J'avais même, pendant mes études à l'école normale supérieure, eu un an d'échange. Et ce qui fait que j'ai été étudiant à Harvard pendant cette période-là. Donc je connaissais le système américain, mais évidemment ce n'était pas la même chose de revenir ici comme professeur de philosophie dans une université américaine et à enseigner dans une langue qui n'était pas ma langue habituelle. Ma langue habituelle, ma langue de travail, c'était le français. Et donc je passais dans une autre langue où je pouvais peut-être ne pas avoir la même aisance au début, en tout cas, que dans ce qui était ma langue habituelle de travail et d'écriture. Et ça, c'était une forme de petite crainte, évidemment, c'est quand je suis arrivé à Chicago, parce que j'ai d'abord enseigné à Chicago, et puis au bout du premier trimestre, là-bas c'était un système de trimestre. Vous savez, ici, à la différence de notre pays, il y a une culture de l'évaluation permanente. Le système s'évalue, les enseignements s'évaluent, les étudiants sont évalués évidemment, et donc on reçoit les évaluations des étudiants. Et c'est quand j'ai reçu mes premières évaluations, qui étaient les premières évaluations de ma vie, que mes étudiants avaient exprimé donc leur satisfaction du cours, et surtout deux notations qui m'avaient, parce qu'on leur demande de commenter, qui m'avaient frappé, et ça
ils avaient parlé, ces étudiants, de mon humour, en disant qu'ils appréciaient l'humour avec lequel je me suis dit, bon, donc ça ira bien. Si j'ai pu transférer ce que mes étudiants habituellement à Dakar ou en France, quand j'enseignais en France, appréciaient aussi chez moi, c'est-à-dire la capacité de faire de l'humour pendant le cours, si j'ai transféré ça dans la nouvelle langue, on devrait pouvoir être bien.